Ai-je été prétentieux, pédant ou juste épais de cerveau, le jour pas si lointain où, Eureka! J'ai choisi de m'appeler le pêcheur de lecteurs? Oui, mais attendez, de tels regrets pourraient pécher par leurs excès, avertit La Fontaine. Pêcheur, je le suis au moins par la bande. Jugez en effet, je mets des poissons dans l'eau, des poissons faits de pages, des poissons de mots, poissons qui, en venant nager au plus près de ta barque, avec quelque grâce, je l'espère, attirent ton attention et excitent ton instinct de pêcheur, lecteur. Aussi, ne me jette pas la pierre. Jette-moi plutôt la bouée d'un regard, ou le hameçon d'un doigt cliqueur sur le frétillant petit corps de texte qui suit. Faute de quoi, lecteur, qui perd pêche, comme on dit pour signifier à celui qui perd qu'il a aussi pêché. C'est une part de moi-même qui se noie à devoir repêcher un poisson mort. Emma aborde la Sicile comme une simple question de géométrie. Avec ses 3 pointes, l'île du soleil d'Homère est à ses yeux éblouie une figure particulière du plan et de l'espace qu'est l'Italie. Faire la Sicile, c'est avant tout pour elle décrire un triangle. Et tandis que V a de nouveau si peu le pneu marin qu'il pleure pour la géométrique rassurance du triangle sicilien, elle fait les 100 pas euclidiens sur le bateau, trop lent à couvrir les 3 kilomètres de détroit, impatiente qu'elle est de mesurer, avec le métronome des battements de son cœur réglé sur le compas de ses pieds, cette matérialisation merveilleusement physique de son projet un peu brumeux de triangulation du territoire italien. Elle recouvre de son désir de toucher terre et comme enfouie sous la cendre de son impatience juvénile la connaissance de l'activité volcanique de l'île et de celle explosive de certains de ses habitants. Connaissance qu'elle a pourtant, mais comme celle qu'ont les hommes, lointaine et hors de plan, de la présence de lave sous le manteau de la terre, ou de l'existence, à quelques centaines de mètres sous leurs pieds, d'une ligne de failles, risquant de les engloutir en un instant. La Sicile de Guérand, au contraire, se résume d'abord à cette double activité volcanique, la physique et l'humaine. À mesure que se rapprochent les côtes et que le sommet de l'Etna pénètre en coin dans l'horizon, un grondement presque assourdissant monte en Guérand des profondeurs de ce qu'il sait de l'île. Contrairement à sa fille, plus légère, plus à la superficie du présent, c'est un géologue qu'il aborde la Sicile. La forme de l'île l'intéressant beaucoup moins que ce qui en constitue l'épaisseur, l'impression qu'il a d'abord, sur le pont du navire, entre Charybde et Scylla exactement, est que ça sent déjà à plein nez le soufre et la mafia. Plus que les 3 pointes d'une île, il voit, lui, 3 villes, Catane, Palerme et Messine, 3 villes où la plus grande partie de la population se condense au pied d'un immense volcan en activité, 3 épicentres de problèmes humains et géographiques entremêlés. On pouvait croire que le projet de pont routier et ferroviaire entre les 2 rives, le pont de Messine, longtemps caressé, étudié, puis abandonné, serait mis en œuvre en 2 coups de cuillère à peau par les Chinois. Le contrat était si bien dans l'air, depuis le resserrement des liens entre la Chine et la Méditerranée, que les nuages, se coagulant et s'encorbellant au gré des vents au-dessus du détroit, en préfiguraient souvent la réalisation. Petit chantier, quoi, au regard de ce que les Chinois ont accompli des centaines de fois chez eux, puis chez d'autres, que de jeter un pont entre la Calabre méridionale et l'île en forme de triangle. Ils allaient, c'était prévisible comme une averse en mai, en faire tomber du ciel les éléments préfabriqués et tresser en quelques nuits étoilées une couronne de béton de Charybde à Scylla. Ce sont les monuments que se dressent les Chinois, l'air de rien, à l'étranger, en même temps que les offrandes qu'ils laissent en s'excusant de ne pas rester à dîner. Jusqu'ici, toutefois, à la surprise de ceux qui pensaient les 2 rives si faciles à agrafer, les Chinois, jeteurs de ponts, sont restés les bras croisés, et le pont de Messine, à défaut d'exister, est devenu le pont trop loin pour leurs ambitions en Italie.
Fortement influencé par certains films de gangsters américains, Guérand exagère sans doute l'importance du crime organisé dans la Sicile de 2030, mais il est certain que les Chinois ont manqué de nez à l'égard de celle-ci et pour le moins mal calculé son angle d'incidence sur leur projet. Que n'ont-ils pas vu Le Parrain de Coppola avant de mettre les pieds dans le chaudron sicilien? Eux d'ordinaire si prévoyants, ils n'ont pas bien mesuré que l'intense activité volcanique de la Sicile n'a d'égal que l'activité souterraine des familles qui, depuis un siècle et demi, mettent la population sicilienne en coupe réglée. Mais qui n'a jamais jeté de pont avec la rapidité et l'aisance des Chinois doit leur pardonner cette erreur de calcul. D'abord, la Chine, en dépit de son isolationnisme passé, n'est pas une île. Elle ne saisit pas dans ses dernières conséquences la mentalité, ni l'état d'esprit quelque peu obsidionnel de l'Ilien. Ensuite, la Chine n'a pas été comme le Japon voisin a pu l'être, ou l'est toujours, dans une certaine mesure, noyautée, habitée et harcelée obsessivement jusque dans son imaginaire par le crime organisé. Certes, l'esprit de famille est puissant en Chine, et Dieu sait si les sectes s'y sont succédées au cours de l'histoire, mais primo, privilégier son clan n'est pas en soi une perverse habitude, ni le signe que ce que l'on protège en protégeant les siens soit nécessairement de l'ordre du précaré. Et, deuxièmement, les sectes en Chine, loin d'impliquer crime et vol organisé, sont historiquement principalement des mouvements de rébellion légitime contre une autorité jugée injuste, corrompue ou dépravée. Enfin, et c'est peut-être le point le plus important, la Chine, contrairement à la Sicile et au Japon, n'a pas de volcan digne de ce nom. Cela peut sembler un élément accessoire, mais ne pas avoir d'Etna ni de mont Fuji sur lequel centrer sa géographie personnelle et pour ainsi dire épingler son identité, c'est ne pas être en bonne position pour comprendre qu'un volcan change du tout au tout la physionomie d'un territoire, surtout s'il s'agit d'une île. Un volcan, quand c'est assez conséquent pour unir, bruyamment parfois, le ciel ouvert à ce qui se passe en secret sous la terre, c'est un nez qui se dresse au milieu d'un visage. Quel tirage ça vous a sur l'imaginaire collectif, quelle prise sur les bronches de l'inconscient. Le nez qui s'enneige au sommet, c'est le pays qui s'enrhume et un peuple qui voudrait s'envelopper dans la laine d'un nuage épais. Or, dépourvue quant à elle de nez, la Chine ne sent pas tout ce qu'implique la présence non pas d'une église, dont la Sicile par ailleurs ne manque pas, au milieu de chaque village, mais d'un stratovolcan en activité, au milieu du visage commun. Elle, pour qui l'Européen se définit à première vue, ce n'est pas anodin, par son long nez. Elle n'a pas vu, ni a fortiori senti, que lorsque tout est apparemment très calme en surface, il faut craindre l'éruption. La violence sur une île, comme le magma, affleure soudainement ça et là, par des cheminées. Les cheminées au pied du grand volcan sicilien, ce sont des hommes prêts, pour des raisons très basses sans doute, mais qui leur appartiennent, qui sont cosa nostra, comme ils diraient, s'ils daignaient s'en expliquer autrement que par d'élaborés tatouages, à remonter la violence qui sous-tend leur monde souterrain, leur caverneuse société privée. Quand il y a quelques années les Chinois sont arrivés, par bateau, comme Emma et Guérand aujourd'hui, pas du tout par éruption, mais en observateur, tout était calme. C'était le calme avant l'éruption. Il y en eut plusieurs d'éruptions, à répétition, comme une rafale de sulfateuses dans les films de gangsters, pas du tout majeure pour la population, qui en a connu d'autres, mais assez tout de même pour faire couler pas mal de sang. Les Chinois n'ayant horreur de rien plus que de voir couler le sang en leur honneur, cette rafale d'éruption au cœur de la population de l'île fut largement suffisante à différer la construction du pont et à suspendre leur activité laborieuse à l'étude urgente, nécessaire, d'un phénomène aussi étrange qu'inattendu. En quelques fiévreuses nuits, pendant lesquelles Coppola fut probablement mis à contribution, les Chinois rattrapèrent leur retard de connaissance sur la mafia. Ils s'intéressèrent à l'espèce endémique à l'île, bien sûr, mais aussi à la calabraise, avec laquelle, malgré l'absence de pont, des liens certainement existaient. De leur enquête, il ressortit assez vite que, à l'instar des appels d'offres truqués,
qui font depuis longtemps obstacle au développement de la région, les menées souterraines de la mafia locale étaient ce qui faisait essentiellement barrage à leur projet de construction. Quant à la disparition d'une partie non négligeable des fonds qu'ils y avaient par avance alloués, ils convinrent bientôt qu'elle était attribuable aux agissements tentaculaires de la pieuvre. S'ils parurent un temps surpris par l'identité fuyante et moralement visqueuse du principal opposant à leur projet, les Chinois, gros mangeurs de choses arrachées aux profondeurs de l'océan, n'en perdirent ni le sommeil ni l'appétit. Ils remontèrent dûment l'information et attendirent les instructions, lesquelles, en temps voulu, comme un arc-en-ciel après la pluie, viendraient d'en haut. Ils se consacrèrent calmement à l'écoute et l'observation. Dans les premiers temps, on les verrait souvent réunis le soir, dans l'unique salon de massage chinois de Palerme, discutant vivement, allongés sur le ventre, tandis que de jeunes Chinoises aux longs ongles coloriés posaient une armada de grosses ventouses sur leur dos reluisant comme de gros poissons tout juste sortis de l'eau. Plus d'un palermitain, les voyant frétiller en se relevant et remettre lentement leur chemise sur leur dos meurtri, associerait naturellement les gros cercles rouges sang laissés par la succion des ventouses aux tatouages auxquels se reconnaissent les membres de l'autre confrérie. Fait étonnant, le contingent chinois, lassé étonnamment rapidement de prendre ses repas dans les quelques restaurants nationaux, fut aperçu de plus en plus souvent dans les cafés, les ristoranti, les trattorie fréquentés par les locaux. De fait, eux qui jusqu'ici se voulaient plus discrets dans les pays qu'ils aidaient que les mafieux dans les terres qu'ils rançonnaient, ils choisirent, pour la première fois peut-être depuis que la Chine présidait aux destinées de l'Eurasie, de se montrer au grand jour.